Journal de l'abbé Munier, 1911, suite. 2 mai. Était hier chez la comtesse de Noailles. Elle allait partir, oubliant qu'elle m'avait donné rendez-vous à 5 heures, et Corpechot attendait aussi dans le salon. Elle est arrivée et nous avons pris le thé. Dans sa chambre à coucher, en désordre, où devant le lit s'empilent des livres. Elle a détaché d'une corbeille un brin de muguet en me disant « C'est le rameau béni des temps païens. » Je le garde. On a commencé à parler livres. Madame de Noailles considère que les 2 plus beaux romans sont Le Rouge et Le Noir, et Madame Bovary. Elle n'aime pas Manon Lescaut. À la fin, on a parlé de l'affaire de Manche. Alors j'ai vu la comtesse de Noailles petite, debout, allant, venant, gesticulant plus volubile que jamais. Je note, Charles de Manche était toujours très distant, très respectueux, très silencieux. La comtesse de Noailles était 10 fois plus amie avec d'autres, en communication avec eux. En Sicile, il logeait dans un autre hôtel que les voyageuses. Madame de Noailles avait beaucoup souffert de sa rupture avec Barrès. Barrès avait eu pour elle la plus grande affection poétique de sa vie. On lui conseilla un voyage pour se détacher. Elle alla en Sicile avec une Norvégienne et de Manche. De Manche, qui était fou, fut jaloux de son oncle dans ses rapports avec Madame de Noailles et voulut en mourant faire plus beau que lui. Tout est là. Voilà l'explication. Mais c'est ce qu'on ne peut pas dire à Barrès. Madame de Noailles, pour se calmer encore, a voulu déménager, quitter l'avenue Henri Martin pour se débarrasser des témoins de son amitié, et par témoins j'entends ici les choses elles-mêmes. Aujourd'hui, Barrès tient 2 langages. À Corpechot, son ami intime, il parle favorablement d'elle au public, c'est-à-dire aux uns et aux autres. Il ne la ménage guère. Elle, Madame de Noailles, préfère être noble en cette affaire et toujours généreuse. Elle juge toute l'affaire montée contre elle, en faveur de Manche. Elle la juge, dis-je, comme un produit de l'esprit provincial. Quant à Madame de Manche, elle lui trouve toutes sortes de grandes qualités. Monsieur Corpechot, qui m'a accompagné quelque temps dans la rue et dans l'avenue voisine, m'a parlé de Barrès et de Madame de Noailles, en me donnant la vraie note de leurs sentiments réciproques, actuels. Barrès est prenant quand on a joui de ses conversations,
toutes les autres vous paraissent fades, et c'est pourquoi Madame de Noailles l'aime toujours. Il venait tous les jours chez elle à 5 heures, à 7 heures, de 5 heures donc à 7 heures. On se déshabillait l'esprit. C'était une possession intellectuelle, mais non physique. Corpéchaud, comme Madame de Noailles elle-même, se méfie et affirme que les rapports furent toujours platoniques et platoniciens. Madame de Noailles est aussi toujours regrettée et aimée de Monsieur Barrès. Ces deux êtres étaient faits l'un pour l'autre. Mais il y a en Barrès plusieurs personnes. Il y a le mari, le père, le député, le littérateur, etc. Madame de Noailles nous a cité cet aveu de Barrès. « Je n'ai pas la force de supporter la souffrance. » Il est un Ponce Pilate, il se lave les mains. Barrès disait à Madame de Noailles du mal de sa femme, de tous. « Laissons ce vil bétail, disait-il. Vous êtes ce qu'il y a de meilleur au monde. » Charles de Manges n'était pas simple. Il était trop élégant. Madame de Noailles avait envie de lui prêcher, à lui et à toute la jeunesse semblable, ce qu'elle appelle le retour à la vulgarité. 15 mai, hier, à 7h30, chez la princesse Bibesco. Elle m'a raconté avoir lu à 13 ans les mémoires d'outre-tombe, qu'elle avait découvert chez une grand-mère ou une tante à demi aveugle. Ce fut une révélation. Elle demanda de l'argent pour les acheter. C'était l'édition de Biret. Elle a aimé Chateaubriand comme moi. Ce fut l'exutoire de ses premiers sentiments. Toute une histoire sentimentale, dit-elle. Si bien que dans les jours qui précédaient l'anniversaire de sa mort, elle s'isolait, vêtue de sombre. Nous avons donc causé jusqu'à plus de 11 heures du soir. Légèrement décolletée, elle a des traits frais et fins, quelque chose d'un garçon, d'un bel adolescent. Elle m'a dit le délire que lui avait causé la première somme produite par la vente de son livre. Elle a reçu encore dernièrement 500 francs de Hachette. Elle m'a dit qu'elle a été pessimiste. Ces sortes de confidences m'enchantent. 18 mai.
revu la comtesse de Durfort, née Montaut, venue uniquement pour me demander si elle pouvait achever de lire D'Annunzio, qui vient d'être mis à l'index. On vient toujours à moi pour se tranquilliser en s'élargissant. 20 mai. Déjeuner chez la comtesse Robert de Fitz-James. On a parlé de l'interdiction d'assister à la pièce de D'Annunzio. Le martyre de Saint-Sébastien, qui sera joué la semaine prochaine. La société s'abstenant, ce ne sera plus un gala. Et madame de Fitz-James, irritée de ce qu'on lui a dit, il ne faut pas y aller parce que ce n'est pas comme il faut. La conscience, disait-elle, n'est pas une question mondaine. 22 mai. Vu tout à l'heure la comtesse Mathieu de Noailles, des yeux superbes, voilés, caressants. Elle a parlé de Maurice Barrès, pour lequel elle a toujours de l'amitié, pour qui elle a eu une confiance infinie. Mais il est au-dessous de tout. C'est lui qui lui disait un jour, après l'accident du métropolitain, « Je ne donnerai pas un franc pour sauver l'humanité. » C'est du bétail. La première année de leur relation, il fut mystique, elle fut mystique. C'était superbe. Ensuite, il la martyrisa, car il aime torturer. Il lui disait par exemple, « Je voudrais vous voir malade et morte. » Il est administrateur. Il songe à sa biographie. Et elle l'aime encore. Le père Janvier, qu'elle avait envoyé chez lui, en revient disant « C'est une âme de boue. » 23 mai. Ah, quelle vie que la mienne! Une vie de voiture et de pneumatique. Une vie de déjeuner et de dîner. 25 mai. Déjeuner aujourd'hui chez la princesse Bibesco, qui va partir. Quelle femme supérieurement séduisante. Elle a commencé par me citer une phrase de Chateaubriand qu'elle avait ruminée toute la nuit. L'idée de n'être plus me saisissait le cœur à la façon d'une joie subite. Ah, que de jolis mots tombés de cette bouche fine, et qui m'échappent ou qui n'auraient pas dû m'échapper. Je garde de ces entrevues une vision et une musique. Elle m'écrira. On m'a communiqué le numéro du 25 mai de la Grande Revue où un certain André Dufresnoy fait un article sur la conversion de Huysmans avec des lettres adressées par ce dernier à la Courrière. J'y suis nommé à plusieurs reprises comme l'agent premier de cette conversion. 26 mai.
Dernière visite du prince Bibesco. Elle m'a-t-il dit, un caractère infernal. Et il reconnaît qu'elle est adorable. 29 mai. Dîner hier chez la comtesse Armand. M'a parlé, avant le dîner de la princesse Bibesco, qu'elle ne sépare pas de son mari. Ce mariage tuerait la princesse de Beauvau. La Rome actuelle n'est d'ailleurs pas favorable à l'annulation. Et cette femme très catholique d'ajouter qu'il soit plutôt son amant. 2 juin. Déjeuner chez la comtesse Armand, qui voulait cette fois du consentement de son neveu me parler de l'affaire. CHL l'aime avec ses sens. Ce mariage serait le malheur de l'un et de l'autre, il y aurait un tollé dans la société, etc. CHL a été mal élevé. Sa mère inconsciemment ravie de ce qu'il ne s'est pas marié à cause de ce qu'elle aurait à y perdre matériellement. Parlant d'une manière générale des jeunes gens et d'hommes de l'aristocratie française, la comtesse Armand m'a dit « Ils ne sont bons à rien. » 5 juin. Grande chaleur. Je donne toujours des saluts et je dis les mêmes « Oremus » et j'offre le même encens, l'inépuisable encens. 11 juin. Dîner hier chez les Denise Cochin. Denise Cochin nous a raconté son entrevue avec D'Annunzio. Ce petit homme chauve, jaune et baragouinant est venu le voir pour l'inviter à assister au martyre de Saint-Sébastien. Je n'aime pas les images inconvenantes dans un livre de messe, dit le député. Et D'Annunzio de protester, d'affirmer que Ida Rubinstein n'a plus de hanche, plus de poitrine, plus rien, et qu'elle est un squelette mystique. 14 juin. Quand pourrais-je mettre de l'ordre en moi, au plus profond de moi-même? Impossible. La vie est confusion, oscillation, complication. 27 juin. Dieu crée la diversité, nous nivelons. C'est curieux. Les gens d'église, les paroissiens comme on les appelle, les dévots sont peu intéressants. Polis, aimables, ça ne va pas plus loin. Je me souviens de ceux que j'ai vus à Saint-Thomas et même à Sainte-Clotilde. Ce monde-là était ennuyeux, on sait d'avance ce qu'il dira. Une certaine religion limite. Tout ce qui resserre est intime ou sec. 1er juillet. On s'inquiète de la canonnière que l'Allemagne vient d'envoyer dans le port marocain d'Agadir pour protéger les commerçants allemands, les nationaux. Et on parle toujours des possibilités d'un retour, du bonapartisme. Le gâchis républicain est
à son comble. 12 juillet. Me voilà composant avec difficulté des discours de mariage. Ne serait-ce pas le convenu de ce genre de littérature qui m'arrête? Rien de ce qui est sacré n'est libre. 16 juillet. Mademoiselle de S m'a raconté aujourd'hui, une fois de plus, son roman. Un prince polonais rencontré par hasard au loin pendant qu'elle pleurait sa cousine, une amie, on s'attache l'un à l'autre. Malheureusement, il est chevalier de l'ordre de Malte, et il lui faut du Saint-Père la libération de ses vœux. On y travaille, mais jusqu'ici sans y réussir. On espère toutefois, car il y a eu des promesses. En attendant, lui attrape la vérole. Mais pas elle. Et se fait soigner. Et ils s'aiment à distance, attendant, espérant toujours qu'ils pourront se marier. 10 août. Dans les temps troublés, on ne peut qu'être éclectique, à la condition d'avoir une personnalité. On choisit selon sa nature, ses besoins, on a son régime intellectuel. On désire une femme, on en possède une autre, car le désir c'est l'imagination, et la possession c'est la réalité. Tant des mois avant, on partait pour Cythère, une Cythère infinie. Puis on se réveille dans un port quelconque. Avant, on est poésie, lyrisme. Après, on rentre chez soi, plus ou moins courbaturé, plus ou moins éteint, avec un besoin de repos. Et en ayant l'arrière-pensée qu'on a été dupe, qu'on ne vous y reprendra plus, etc., etc. Avant des visions, des toiles, des sculptures intérieures, toute la mythologie y passe. Et les femmes célèbres qui ont été aimées. Sur le moment, une fièvre sensuelle, une faim, une soif de nudité, de sensations variées, anciennes, nouvelles, etc. Après, le silence, l'éloignement, la nécessité d'être ailleurs, point d'action de grâce. On se promettait monts et merveilles. On allait se documenter, comme Goethe, dans ses élégies romaines. Mener de front l'art et la volupté. Moins de résultats. On gagne son chez-soi, l'hôtel, on dort, si on peut dormir, et le lendemain on s'occupe de toute autre chose. C'est du moins ce que X m'a confié. 12 août. Écrit à la princesse Wittgenstein. Il y a 1 an que je la quittais. Il y a 1 an que j'arrivais
ici, et que mes supérieurs se moquaient de moi. Vivons au jour le jour, et que Dieu ait pitié de moi, qui ne le mérite guère, peut-être. Paris, 2 octobre. La vie de Rancé n'est ni composée, ni fondue. C'est une mosaïque, plus ou moins heurtée de comparaisons inattendues, de morceaux charmants. On dirait parfois le halètement de Michelet. Et les dessous très profanes, de Chateaubriand, s'y font sentir. Il y parle de l'amour décevant, peut-être pour se consoler d'être vieux. Malgré tout, j'aime ces pages révélatrices du moins profond de l'auteur. Quel est le trappiste qui en écrirait autant? 8 octobre. Ronsard est follement sensuel, lubrique, avec une grâce infinie. Il détaille le corps de la femme, il peint le geste bas de l'homme. C'est effrayant. Voilà, au fond, l'humanité. Elle se cache plus ou moins. Elle a soif de luxure. 30 octobre. Hier, inauguration à Meaux du monument Bossuet. Évêques nombreux, académiciens, Jules Lemaître a célébré le magnifique français que fut Bossuet, son souci de l'unité par la foi. Si Bossuet avait été curé de Paris et évêque, comme on l'est aujourd'hui, sur tous les chemins de Montmartre, de Lourdes et de Rome, on n'en parlerait guère. Sachez écrire et sachez parler. 29 novembre, midi. J'entends coq et oiseaux. Je me croirais ailleurs. Et c'est la poésie du coin que j'habite. Et de toute ma vie elle-même, je pense ailleurs. J'aime ailleurs. Je suis corps et âme ailleurs. 4 décembre. Été voir Madame Philippe de Vilmorin. Elle nous disait que Joséphine aimait beaucoup les fleurs, et parmi elles, elle citait le pied d'alouette, delphinium, le bleuet, les fleurs simples. La maison Vilmorin a fourni des graines à Joséphine. En ce temps-là, cette maison avait pour enseigne au roi des oiseaux. Plus tard, elle s'est appelée au coq de Bon-Aloi. Et maintenant, c'est Vilmorin ici. 5 décembre. Je viens d'administrer une vieille religieuse. Vieille ou jeune,
ces femmes meurent si facilement. Quand elles ont reçu tous les sacrements, elles ont la paix et partent de ce petit lit aux rideaux blancs pour le rivage du mystère. 6 décembre, visite de Madame de Manges. Elle m'a raconté que de Lyon, son fils avait opéré une rupture avec Madame de Noailles. Et alors il devait aller une seconde fois en Grèce, il était à Naples, quand sa mère dut le rappeler à l'occasion d'un violent article contre lui signé Violis. Il eut un duel avec ces derniers, et Madame de Noailles le ressaisit, etc., etc., après les paroles malheureuses qu'elle lui adressa. Entre Nancy et Strasbourg, de Manges rompit et on le décida à partir pour l'Italie. Il préféra se suicider. 8 décembre. Conquérir sa liberté est une liberté qu'on aime, pour laquelle on est fait, la conquérir malgré soi et grâce au mauvais vouloir des autres, tel est mon cas. La nièce est venue manger du lapin et du faisan chez moi. Je lui dis tout. Elle m'a dit que j'étais l'abbé sauvage dans le dernier roman d'Abel Herman, Les renards. 18 décembre. Dîner hier, Faubourg Saint-Honoré, avec la princesse Bibesco et sa cousine, la prieure du Carmel d'Alger. Cette dernière venue à Paris parce que les ordres cloîtrés étant définitivement condamnés par le gouvernement, elle a voulu sauvegarder le côté matériel de son œuvre. Cette prieure était vêtue d'habits laïques. Elle est très peu mystique, aussi peu femme du monde qu'on peut l'être, quand on a vécu de cette vie ouverte, riante et gaie. Elle ne parle pas le langage du couvent. Loin de là. Elle crie, elle cite des auteurs profanes, et pour prouver qu'elle n'est pas bégueule, elle prononce des phrases qui effaroucheraient les Sulpiciens. Nous avons dit un mot de Huysmans, qui a écrit, dit-elle, de si belles pages sur la liturgie. Elle est convaincue que la France, condamnant les ordres cloîtrés, tous les autres gouvernements feront de même. Il y a eu, dit-elle, des imprudences commises. Elle m'a parlé de la réimpression de Constitution, où se trouvent des choses qui, portées à la tribune, feraient sensation. Si une sœur en tue une autre, etc. Elle croit même que des catholiques seraient contre ces ordres cloîtrés. Aujourd'hui, on veut des œuvres extérieures. 19 décembre. Joie, au fond, d'être seul, dans mon cabinet à livres assis, fenêtre ouverte sur le jardin du pauvre. Rumeur lointaine, oiseaux proches de l'air.
et je pourrais étouffer dans une sacristie lourde où loge la routine, l'arrivisme, l'envie. 25 décembre, Noël. Dîner hier chez la princesse Bibesco. Il y avait des roses sur la table. À quelqu'un qui avait ou voulait avoir devant lui une tête de mort pour songer aux fins dernières, Marthe répondait: je me contente d'avoir un bouquet de violettes, car elles meurent aussi. La figure de la princesse Bibesco est extrêmement fine. Sa voix très particulière. Peut-être n'a-t-elle pas assez d'abandon de laisser aller, et frise-t-elle, sans s'en apercevoir, l'affectation distinguée, l'élégance trop continuellement voulue. Elle songe à se faire catholique et m'a demandé la manière de s'y prendre.